Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on a des marchés boursiers qui globalement ont quand même plutôt bien résisté. Ils ont été assez résilients après, encore une fois, l'intensification. Enfin, on est dedans du conflit israélo-palestinien. Combien de temps cette résilience, elle peut tenir? Il faut s'interroger sur les transferts de revenus qui sont liés au choc. On a eu plein de chocs dans la période récente. On a eu le choc Covid, on a eu le choc guerre en Ukraine, le choc hausse des prix des matières premières. Il faut s'interroger sur la répartition du coût de ces chocs. Et quand on regarde comment est réparti le coût de ces chocs, les entreprises ne payent rien. Les entreprises n'ont pas eu de pertes liées au choc. Et les deux agents économiques qui ont perdu avec des doses différentes suivant les pays, ce sont les salariés et les États. En France, par exemple, Jean-Marc Vittori vient de dire qu'on avait perdu 6 points de productivité entre 2018 et aujourd'hui, 6% de baisse de productivité. Les entreprises n'ont pas subi de pertes et les salariés ont perdu 1,5 point de revenus réels et les entreprises ont rien perdu et l'État a couvert le solde et donc a fait du déficit public pour subventionner les autres agents économiques. Et donc les entreprises sont très immunisées contre les chocs. Et les entreprises ont la capacité à redonner la perte liée au choc. On parle des entreprises cotées aujourd'hui. Alors, on parle de toutes les entreprises. Si on regardait le taux de marge des entreprises françaises, il bat des records de hausse dans une période qui n'est pas formidable, qui est une croissance très faible. Et c'est la même chose en Europe. Donc, les entreprises ont gardé ce pouvoir de reporter les pertes qui devraient normalement arriver dans leur compte. Si vous payez les matières premières plus chères, si vous avez des chocs qui font baisser la croissance. Et ainsi, elles transmettent l'inflation, je veux dire aussi. Et alors, elles transmettent l'inflation et elles transmettent la perte de revenus. Et alors, en France, essentiellement à l'État, et un petit peu aux salariés. Dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis, à l'État et aux salariés. Juste Patrick, je fais le lien avec le plateau juste avant avec Jean-Marc Vittori, mais si les taux de marge des entreprises françaises sont très élevés aujourd'hui, pourquoi elles ne font pas un effort de plus sur les salaires des Français? En même temps, il y a des exigences de rentabilité du capitalisme. On voit par exemple que toutes les entreprises qui annoncent des résultats un peu inférieurs aux attentes sont massacrées en bourse. Et donc, pardon, les directeurs généraux d'entreprise ont une véritable contrainte qui est de ne pas décevoir les marchés financiers. Et donc, ils arrivent effectivement à reporter les coûts des chocs sur les autres agents économiques. Alors, ça pose la question de la capacité de donner du pouvoir d'achat aux salariés, parce qu'il n'y a pas de partage normal du pouvoir d'achat entre les entreprises et les salariés, et ça pose la question des déficits publics qui seront très difficiles à résorber tant que les entreprises échapperont au partage de ce coût. Ouais. Justement, il y a beaucoup de stratèges, merci beaucoup Laurie, merci. Il y a pas mal de stratèges qui nous rappellent que les tensions au Proche-Orient, d'un point de vue historique, ont eu un impact limité sur les bourses mondiales. Est-ce que cette fois, c'est différent ou pas? Et alors, pour l'instant, l'impact est limité. Alors, on a eu un prix du pétrole qui est autour de $90 le baril, qui est en ligne avec ce qu'on a eu depuis que les Saoudiens ajustent leur production à la baisse chaque fois qu'il y a un excès d'offres de pétrole sur le marché mondial. Donc il n'y a pas d'anomalie sur le prix du pétrole. Et la hausse du prix du gaz est un peu due à la fermeture du gisement de gaz qui est au large d'Israël. Mais enfin, on est à 50 ou 45 euros le mégawattheure aujourd'hui. Il n'y a pas d'explosion du prix du gaz. Donc, il n'y a pas de répercussion. Jusqu'où ça tient, encore une fois, cette résistance, cette résilience, encore une fois, des différentes classes d'actifs? On parle du pétrole, on parle du gaz, on parle des actions. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que l'extension du conflit ou une action armée d'Israël qui serait considérée comme exagérée, comme faisant trop de victimes civiles, conduirait les pays producteurs de pétrole, par exemple, à baisser leur production en représailles, je veux dire. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de raison qu'on ait
l'interaction entre le Moyen-Orient et nos économies, c'est essentiellement les prix du gaz et du pétrole, quoi. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'effet majeur sur le prix du gaz et du pétrole, on n'a pas d'effet majeur sur nos économies. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'effet majeur sur les cours boursiers. Donc les conséquences, finalement, elles sont difficilement quand même priceables, entre guillemets, pour les marchés. Comment on peut mettre un prix, encore une fois, sur ce risque d'escalade qu'on a du mal à mesurer? Je veux dire, finalement, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. On ne sait pas. Enfin, je veux dire, en 2014, il y avait eu un arrêt des livraisons à l'Occident des pays producteurs de pétrole. Le prix du pétrole avait quadruplé. Ça avait déclenché une crise économique extrêmement sévère, une récession, de l'inflation, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de signe que ce soit une réaction similaire soit dans le tuyau. Mais on peut que se demander si... Donc c'est l'Iran qui pourrait retirer... L'Iran, c'est 3 millions de barils jour. 3,6 millions, je crois, c'est un peu plus. De pétrole. Il y a deux risques. Il y a le risque que les pays producteurs de pétrole, pour punir l'Occident à cause de la réaction d'Israël, baissent leur production. Et il y a le risque que l'Iran... que les Américains pensant que l'Iran est à l'origine des attaques terroristes en Israël ou à l'origine des attaques du Hezbollah au nord, etc., que les Américains durcissent les sanctions sur le pétrole iranien. Il y avait une acceptation des Américains implicite à ce que l'Iran recommençait à exporter du pétrole. Hein, et s'il y a un retournement de la position américaine sur l'Iran, effectivement, on aura une baisse de l'offre de pétrole et on aura une hausse du prix du pétrole. Ordre de grandeur, si on perd 1 million de barils jour de production mondiale de pétrole, la demande c'est à peu près 102 millions de barils, le prix du pétrole augmente à peu près de 20%. Hein. Pour 1 million de barils. Pour 1 million de barils jour, donc c'est extraordinairement sensible, quoi. L'Arabie Saoudite qui en a quand même 3 millions sous le coude aussi. Hein. Qui produit 9 à peu près, donc qui pourrait produire à peu près 3 de plus, mais les Saoudiens, enfin les autres pays de l'OPEP ont raison. De leur point de vue, maintenir un pétrole à 90 $ le baril, ça leur donne des revenus élevés. S'ils avaient adopté leur comportement historique, on aurait du pétrole à 40 $ le baril aujourd'hui. Hein. La demande mondiale n'est pas très forte. On pourrait avoir un baril à 150 $? Non, parce que Si, 3 petits points, et là je vais finir. Non, parce que immédiatement, ça déclencherait une réaction des Américains et des Canadiens qui rouvriraient les investissements dans le pétrole de schiste, dans les schistes bitumineux. Ça met du temps aussi après. Ouais, c'est assez rapide, hein, c'est quelques mois quand même. Et donc l'intérêt objectif économique, après il y a des intérêts politiques et idéologiques, mais l'intérêt économique des pays producteurs de pétrole, c'est de garder un pétrole autour de 90 $ le baril, qui est très rémunérateur pour eux et qui leur fait pas courir le risque d'une augmentation très rapide de la production en Amérique du Nord. On a Jamie Dimon, qui est comme le PDG de JP Morgan, première banque américaine, qui nous dit que c'est peut-être l'époque la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies. C'est pas faux, parce que il y a 3 conflits majeurs en cours dans le monde. Hein. Il y a le conflit Moyen-Orient, il y a le conflit en Ukraine et il y a le conflit potentiel autour de Taïwan. Il y a aussi, c'est bien documenté, que le monde, enfin les échanges de biens, et ça ne concerne pas les échanges de services, j'en dirai peut-être un beau moment, les échanges de biens commencent à souffrir assez fortement de la segmentation du monde, hein, en 2 moitiés, entre les pays démocratiques et les pays peu démocratiques. Et en particulier, les exportations de la Chine vers les pays de l'OCDE sont en chute libre. Hein. Et d'ailleurs, les investissements d'entreprises de l'OCDE en Chine sont en chute libre aussi. Et donc, on a un effet très important sur le commerce de biens, hein, de ces obstacles au commerce. Le FMI recense 2500 obstacles au commerce mondial aujourd'hui, qui sont des droits de douane, des interdictions d'importer, d'exporter, de transférer des technologies, etc. Quand vous êtes dans cet environnement-là, il y a un coût économique parce que importer ou exporter devient plus cher et vous êtes incité à produire chez vous. Et voilà. Alors, ça ne concerne pas les services. Et ça, c'est assez important. Je pense que les échanges de biens vont souffrir durablement et les échanges de services vont continuer à se développer parce que
parce que c'est très difficile. Enfin, les services, ça s'échange par Internet, quoi. Si vous sous-traitez votre comptabilité en Inde, vous transférez des fichiers, donc c'est quand même très difficile. C'est plus difficile que d'arrêter des semi-conducteurs, quoi. Et alors, on voit que les échanges de services continuent à croître assez rapidement et que les échanges de biens sont en croissance négative, hein, à court terme. Et donc, il y a la concurrence entre les pays, elle va être moins forte pour les biens, parce que les pays se protègent, hein, par des barrières de tout type, mais elle va continuer à s'amplifier pour les services. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, avec tous ces événements géopolitiques, on comprend donc que les prix de l'énergie vont rester à un niveau élevé. Oui. Ça veut dire que l'inflation aura du mal à continuer de baisser. Alors, il faut distinguer complètement les États-Unis et l'Europe, hein. Et la grande différence vient de ce que l'Europe a des gains de productivité négatifs, alors que les États-Unis ont des gains de productivité qui sont à peu près sur leur tendance de long terme, hein. Donc, 1,5% par an de gains de productivité aux États-Unis et probablement moins 1% de perte de productivité en Europe. On parlait du cas très spécial de la France, hein, où la productivité chute. Et ça a un effet considérable sur l'inflation, parce que si vous avez des gains de productivité, d'abord vos coûts salariaux sont plus faibles que vos hausses de salaire, hein. Les hausses de salaire aux États-Unis, c'est autour de 4,5, il y a 1,5 d'inflation, ça fait 3 pour les salaires corrigés de l'inflation. Et puis, il y a une petite baisse des marges. Et si vous regardez l'inflation hors loyer, et vous savez qu'aux États-Unis, en plus, les comptables nationaux incluent les loyers fictifs payés par les propriétaires de logements. Si vous regardez l'inflation hors loyer aux États-Unis, elle est de 1,9% par an. Donc la Réserve fédérale a ramené l'inflation en dessous de 2%, quoi. Et en Europe, si vous faites le même calcul, l'inflation hors loyer, elle est de 5,8% au mois de septembre, sur un an. Et pourquoi ? Parce qu'en Europe, on a une décrue de la productivité. Et donc, deux effets, des coûts salariés unitaires qui augmentent plus vite que les salaires. Les salaires augmentent de 5,5% par an pratiquement en Europe, les coûts salariés unitaires de plus de 6%. Et puis, un marché du travail qui reste très tendu, parce que même sans croissance, on crée des emplois, comme la productivité décroît, et donc le taux de chômage européen, il continue à baisser. Et c'est une bonne nouvelle, pardon de vous le dire. Alors, oui, mais pas pour l'inflation. C'est une bonne nouvelle pour les créations d'emplois. Et en particulier, ça permet de ramener des personnes assez peu qualifiées, comme le disait Jean-Marc Vittori à l'instant, sur le marché du travail. Le taux de chômage des qualifiés en Europe, il est complètement stable, il n'est pas cyclique, il est de 4%, il ne bouge pas. Quand vous avez une baisse du chômage, c'est le taux de chômage des peu qualifiés qui baisse fortement. Et plus vous baissez le taux de chômage des peu qualifiés, plus il arrive de personnes peu qualifiées sur le marché du travail, ce qui déprime encore la productivité. Donc c'est une bonne nouvelle en termes d'emploi, mais on ne peut pas avoir à la fois cette bonne nouvelle en termes d'emploi et des gains de productivité rapides. Donc ça veut dire que la Fed, quand elle va se réunir le début novembre, elle ne bougera plus, puisqu'a priori, moi j'ai noté 3,7% d'inflation, mais vous me dites que hors loyer... C'est y compris les loyers fictifs et le poids des loyers... Enfin, si on retire tout ce qui fâche, après on arrive à 2%. Oui, mais les loyers qui sont payés par personne... Alors, bon, j'accepte de réintroduire les vrais loyers. Donc vous arrivez à 2,2% d'inflation aux États-Unis. 3,7%, il faut introduire les loyers fictifs. Vous savez que l'ensemble des loyers, c'est un poids de 35% dans l'indice des prix américain. Donc, mais ça n'a pas de sens. Vous ne payez pas un loyer fictif. C'est purement théorique, quoi. Donc la Fed, elle est à l'aise, malgré les 337 000 créations d'emplois au mois de septembre, malgré une inflation qui est à 3,7 ou à 2,2. Oui, mais quand vous regardez d'autres indicateurs du marché du travail, par exemple le ratio des emplois vacants au chômage... ça baisse, les difficultés d'embauche des entreprises sont en dessous de leur trend, hein, donc le marché du travail aux États-Unis se détend réellement, hein. Parce qu'il y a des gains de productivité, donc les gains de productivité réduisent les créations d'emplois en proportion. En Europe, on n'a pas de gains de productivité, donc on a un marché du travail qui se tend encore, hein. Okay. Donc la Fed, encore une fois j'y reviens, la Fed devrait ne plus bouger. Le prochain mouvement de la Fed, c'est très probablement une baisse des taux d'intérêt. Il n'y aura ni hausse en novembre, ni hausse en décembre. Non. Je crois pas que... C'est totalement inutile. Ce qui reste d'inflation aux États-Unis, c'est les loyers. Et c'est le seul poste. C'est 7,2% la hausse des loyers. La hausse des loyers, ça résulte de ce que le marché de l'immobilier est mort. Il n'y a plus de transactions. Les gens qui louent, ils peuvent pas acheter. Les prix ne baissent pas aux États-Unis. Les prix de l'immobilier remontent. Ouais. Il y a un marché très tendu de l'immobilier parce que quand vous êtes locataire, vous avez
plus les moyens avec des taux d'intérêt à 7,5 sur les crédits hypothécaires d'acheter. Et si vous avez acheté avec des taux à 3%, vous n'allez pas changer de maison pour payer 7,5. Donc le marché de l'immobilier est complètement inactif, les transactions sur les maisons baissent, et donc ça crée une rareté de l'immobilier. Et donc, si la Fed veut baisser l'inflation plus, il faut qu'elle baisse les taux, parce que ça va ranimer le marché de l'immobilier. Et donc ils le savent. Ce qui est contre-intuitif. Non, mais ils le savent. Ils le savent. La BCE, elle se réunit la semaine prochaine, 26 octobre. La donne n'est pas la même pour la BCE. Oui, mais la BCE est claire. La BCE a monté les taux très rapidement, de moins 50 points de base à 400 points de base. Ils ont besoin d'un moment de stabilité des taux d'intérêt pour évaluer l'effet sur l'inflation. Donc il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt, il n'y aura pas de mouvement des taux d'intérêt cette année ou même au début de l'année prochaine pour la BCE. La question c'est si la BCE s'attend toujours à ce que l'inflation tombe à c'est exactement 2,1% en 2025. Moi, je crois que ça sera plutôt 3+. D'abord parce que l'inflation anticipée est à 2,7%, donc c'est très difficile d'amener l'inflation en dessous de l'inflation anticipée. Et s'ils doivent réviser à la hausse leurs anticipations, leurs prévisions d'inflation pour 2025, alors ils pourraient recommencer à monter les taux, mais pas tout de suite. Donc la BCE, aujourd'hui, va rien faire. Alors il y a une discussion sur d'autres instruments de la politique monétaire. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils pourraient augmenter les taux de réserve obligatoires. Alors les banques ont crié tout de suite parce que c'est un instrument qui réduit les montants prêtables par les banques sans toucher les taux d'intérêt. Ouais. Bon, je pense que c'est très prématuré pour faire ça aussi. Donc je ne m'attends pas à des annonces de politique monétaire imprévues pendant quelques mois. On a un CAC 40, on finit là-dessus, Patrick, qui se maintient toujours dans ce canal 7000, 7500 points depuis maintenant quasiment, je sais pas, plus de 6 mois au moins. On semble en sortir par le bas. Vous en pensez quoi? Je ne crois pas. Et je reviens au tout début. Il y aura deux forces contradictoires sur les marchés d'actions européens, parce qu'aux États-Unis c'est différent. Les actions européennes vont souffrir de la poursuite de la hausse des taux d'intérêt réels. Le taux d'intérêt réel en Europe est à 0,8, aux États-Unis il est à 2,2. Donc on a un taux d'intérêt réel, un corrigé de l'inflation à long terme, qui est anormalement bas. Donc il va monter davantage. Donc ça, c'est pas bon pour les actions. Mais inversement, on a des résultats des entreprises, les bénéfices par action cette année qui sont autour de 0, peut-être moins 1. Et l'année prochaine, on s'attend à plus 7, plus 8. Donc ces deux facteurs vont probablement se contrebalancer. On risque d'avoir un marché d'actions très plat pendant toute l'année 2024. Mais je ne m'attends pas à une correction à la baisse, parce que les résultats des entreprises en moyenne ne sont pas décevants, mais je ne m'attends pas à un mouvement à la hausse, parce que les taux d'intérêt réels vont monter. En zone euro. Et donc, probablement, les marchés actions de la zone euro vont être très plats. Alors, c'est très difficile de dire si c'est 7100, 7200, mais je ne m'attends pas à ce que ça baisse en dessous de 7000, et je ne m'attends pas à ce que ça casse 7500. Tout ça sans escalade, évidemment, encore une fois. Alors, sans très mauvaise nouvelle sur les prix des matières de l'énergie. Une mauvaise nouvelle sur les prix de l'énergie, c'est affreux. Alors, c'est juste un mot. Il faut comprendre que si les prix de l'énergie montaient, par exemple, en raison d'un rationnement de la production de pétrole ou de gaz au Moyen-Orient, ça serait une bonne nouvelle pour les États-Unis, qui sont exportateurs nets de pétrole et de gaz. Donc les Américains seraient plus riches. Alors il y aura un problème de répartition aux États-Unis, les compagnies pétrolières seraient très riches et les ménages seraient appauvris, mais dans l'ensemble, la croissance américaine serait plus forte si les prix de l'énergie montaient, et les ménages européens, l'Europe important 5 points de PIB d'énergie, l'Europe serait dans une situation catastrophique. La catastrophe, c'est quoi? C'est qu'on a un pétrole qui aille à 120, 130, 140 $, ça serait et ça. 140, à nouveau, ça ne tiendra pas, parce que tout de suite, on creuserait des puits dans le... Les Américains. Oui, mais 120, c'est le risque maximum. Mais le pétrole à 120 $, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. Et c'est une très grande différence avec la période 1980, par exemple, où dans les hausses précédentes très fortes du prix du pétrole, les États-Unis étaient importateurs massifs de pétrole. Depuis le pétrole de schiste, sont exportateurs. Donc le signe de l'effet du pétrole sur les... Donc ils sont un peu alignés avec les pays oui, quelque part. Alors,
Biden défend les ménages américains. Les ménages américains, ils n'aiment pas payer leur carburant cher, quoi. Mais si vous avez une vision globale de l'ensemble des agents économiques aux États-Unis, ils sont mieux quand le pétrole est plus cher. Allez, merci de passer nous voir. Entretien donc avec l'économiste Patrick Artus à retrouver en replay tout à l'heure à 14 h. Merci beaucoup Patrick. Merci David.